Bonjour. Bonjour, voici la deuxième et dernière partie de notre passage en Zambie. Nous avons quitté Salosongwa en étant super excités parce que nous allions rencontrer une famille de grands voyageurs dont nous avions fait la connaissance lors d'un salon du véhicule d'aventure en 2018, alors qu'ils venaient inaugurer pratiquement leur nouveau véhicule qui est une tiny house. Bien sûr, depuis 2018, nous les suivons sur les réseaux sociaux et nous avions repéré que nous serions en Afrique australe à peu près au même moment. Donc depuis quelques mois ou semaines, nous sommes en contact pour essayer de se rencontrer ici. Et il s'avérait que la Zambie soit le point de rencontre approprié. On a d'abord échangé pas mal et puis on a fini par converger pour se retrouver vers le lac Kariba. Alors avant ça, donc on a pris la route, ça fait partie aussi du voyage, ces longues liaisons de plusieurs heures, parfois des journées fatigantes d'ailleurs. Et donc là on a, comme d'habitude, alors cette route d'ailleurs est assez bonne, hein, la grande route qui traverse la Zambie à partir de Chipata jusqu'à la frontière sud, jusqu'à Livingstone. C'est une bonne route et c'est une route qui offre quand même la possibilité de s'arrêter, de faire le marché, de se restaurer un peu à l'africaine. Donc c'est un bon compromis parce que pour nous ça fatigue pas trop Oscar, mais on prend du plaisir à s'arrêter dans des agglomérations de petite taille ou de grande taille pour ou bien juste acheter un petit sac de bananes, enfin un petit sac, une petite grappe de bananes. Un régime. Un petit régime. Elles sont très bonnes ces petites bananes sucrées. Ou bien faire le marché de manière un petit peu plus complète. L'ambiance est très bonne. C'est vraiment il y a beaucoup de gaieté, beaucoup de vie. C'est un point agréable du voyage. No, I don't want plastic bag. I ate plastic bag. Ah, you like plastic bag? No, she doesn't like plastic bag. Yeah. Okay, you can put it what? In. Oh. Thank you. Thank you. How much? 10 kwash. This for you. Have a good day. On est arrivé au camping près de Kariba en fin de journée et enfin nous avons rencontré les Moyalpagas. Les garçons ont pas comparé mais ont fait l'inventaire de leurs véhicules respectifs. Et des équipements, en fait, des équipements utiles qu'on peut avoir. D'ailleurs, on a beaucoup de solutions qui sont assez proches. Par exemple, on a la même quantité d'eau à bord. Je sais pas, il y a plein de choses qui sont communes. Oui, non, on est très proches. On a un air compresseur que je crois. Alors, gentiment, la famille nous avait préparé un petit barbecue sympathique avec des chapatis, avec des saucisses grillées locales. Et donc, on a refait connaissance à cette occasion. C'était tellement bien qu'on a décidé de ne pas partir l'un et l'autre le lendemain, mais de passer une journée entière ensemble. Donc leurs journées, à eux, sont rythmées par l'école, puisque Audrey fait l'école à ses deux enfants. Donc tous les matins, il y a 4 heures d'école. Pendant ce temps-là, Sylvain, lui, s'occupe du blog. En sciences physiques, on a en électricité. Oh là là. Une journée qui était consacrée aussi à la remise en état un petit peu des véhicules, parce que les pauvres Moyalpagas, au moment où on les a croisés, les circonstances étaient très mauvaises. D'ailleurs, c'est là qu'on voit que c'est des personnes qui sont assez calmes, qui ont l'habitude du voyage
et qu'ils sont capables de gérer les difficultés parce qu'il faisait pas beau, c'est pratiquement la dernière fois qu'il a fait nuageux, qu'il a même un petit peu plu. Et ils étaient, les pauvres, infestés de punaises. De punaises de lit. Punaises de lit. Et donc c'était un énorme problème pour eux parce qu'ils passaient des très mauvaises nuits, ils pouvaient à peine dormir. Les punaises de lit, c'est vraiment horrible. Hein. À partir du moment où ils éteignent la lumière, eh ben, ils se font piquer, ils étaient bouffés de partout. Donc ils finissaient par dormir, la lumière allumée. Ils ont essayé de dormir très peu, dehors dans les hamacs pour les enfants, mais la première nuit, la pauvre Anaïs a été rincée dehors, donc elle a été obligée de se réfugier à l'intérieur, mais il y avait les punaises. Enfin bref, c'était des circonstances qui n'étaient pas faciles. Et malgré tout, eh ben, ils sont de bonne humeur. Ouais, c'est ça. Hein. Et ils trouvent. On voit qu'ils sont habitués. Ils se plaignent pas, ils cherchent des solutions, quoi. C'est une bonne leçon d'ailleurs de voyage, puisque en fait les problèmes peuvent être de toute nature. Ça peut être des problèmes de, je sais pas, de sécurité, des problèmes mécaniques, des problèmes administratifs. Il y a toujours des problèmes en fait. Et voyage, oui. Je pense que une des compétences du voyageur, c'est de savoir régler les problèmes plus ou moins lui-même. Enfin, pas en pure autonomie. On n'est pas des fous de survivalisme autonome, mais en cherchant de l'aide, en cherchant des conseils. Ceci dit, il faut aussi être capable de gérer les problèmes localement, c'est-à-dire avec les ressources locales. Voilà, donc c'est ça, c'est ce qui nous a amené à passer un petit peu plus de temps ensemble aussi. Et puis, et donc on savait qu'en repartant, on repartirait vers les chutes Victoria et que là, on serait de nouveau pris dans une sorte de rythme un petit peu plus touristique, on va dire. Donc le lendemain matin, on est partis ensemble. Donc nous, on est habitués, on vous l'a déjà dit, avec Oscar, partout où on passe, tout le monde se retourne, etc. Donc on s'est dit, avec leur tiny house, ça doit être pire. Donc on les a laissés passer devant. Et c'était super rigolo. Parce que effectivement, absolument, tout le monde se retourne. Et les gens étaient vraiment, on voyait les regards, donc ils regardent cette maison sur roue. Et ensuite, il y avait nous derrière qui arrivions avec notre vieux véhicule et les gens, c'était vraiment très drôle. Ils pensaient que c'était une sorte de défilé sans doute de véhicules extraordinaires. Donc c'était. Il faut dire que leur véhicule est vraiment super. Donc moi j'adore Oscar et je l'échangerais pour rien au monde. Sauf peut-être pour leur tiny house que j'adore. Donc on va pas faire la présentation de la tiny house. Anatole et Marion, les Mariole Trotteurs s'en sont chargés. On va vous mettre le lien dans la vidéo. Mais c'est vraiment un super véhicule. Enfin, qui nous plaît à nous. Ouais, c'est un véhicule qui est très très bien conçu, qui est équilibré pour son programme. Bon, il est un petit peu moins franchisseur que Oscar et a fortiori que d'autres 4x4. Il faut être un peu plus prudent, il est un peu plus long. Mais on a comparé les performances et on a vu que il tenait bien la route. Ouais. Hein. Il a un bon moteur parce que en côte il avance vraiment comme nous. Comme en fait, nous, on a exactement la même allure. Ouais. Et c'est juste sur peut-être les terrains un peu difficiles, notamment à cause de la garde au sol et du porte-à-faux que Oscar va être un petit peu plus agile et va être capable d'aller sur des pistes un peu plus défoncées. Donc nous avons roulé c'était pas très loin, jusqu'au barrage de Cariba. Ouais, alors c'est une curiosité intéressante. D'abord, c'est un exploit aussi de l'ingénierie française, parce que c'est un barrage qui est conçu par un ingénieur français. C'était construit par les Italiens, je crois. Construit par une société italienne, mais sous commandement français. Les Français ont un bon savoir-faire en ingénierie du bâtiment et des travaux publics. Et c'en est un bon exemple. Alors ça date des années 50, c'est un ouvrage qui est un peu vieux maintenant. D'ailleurs, il menace plus ou moins de s'effondrer, on ne sait pas très bien. Alors s'il s'effondrait, c'est une hypothèse qui est encore heureusement peu vraisemblable, mais il y aurait une sorte de raz-de-marée intérieur dans tous les pays voisins en fait. Ça serait un scénario catastrophe intéressant pour une production hollywoodienne. Nous on l'a vu, il a une particularité, c'est que il est à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. D'ailleurs, la production hydroélectrique, qui est très importante, est partagée entre les deux pays. Et donc ça nous a permis, nous, d'aller... Alors le barrage lui-même constitue une sorte de zone franche, de no man's land entre les deux pays, mais on a pu s'approcher jusqu'au panneau de la frontière du Zimbabwe. Et alors on est rentré au Zimbabwe, pays qui nous était interdit pour le voyage en tant que tel, mais on est rentré de 50 cm au Zimbabwe pendant quelques dizaines de secondes. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce barrage, quand même, quand il a été construit,
a été un peu une catastrophe écologique déjà. Disons qu'il faut se remettre dans l'esprit des années 50-60. Hein. La priorité, c'était de fournir de l'électricité importante, d'utiliser la ressource en eau et en hydroélectricité potentiel très important de la zone, et les préoccupations écologiques et sociales passaient au deuxième plan. Donc finalement, on a là, je crois, un barrage qui maintenant a causé l'émergence d'un lac artificiel qui fait, je crois, 200 km de long, et 30 km ou 40 km de large, un truc absolument phénoménal. Donc il a noyé toute une vallée, et dans cette vallée, il y avait des animaux, il y avait des hommes qui habitaient. Et il y a eu des compensations, mais qui n'étaient pas à la hauteur en fait du désastre qui a été causé. Donc il y a tout un écosystème qui a disparu, qui s'est reformé sur les berges. Mais on est très 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 loin des études d'implantation qu'on a en France actuellement pour implanter une éolienne où on a 10 ans de délai de procédure. Là, ça s'est fait un peu, j'imagine, à l'arrache. Ouais. Et maintenant les gens vivent avec. En fait, il figure sur tous les planisphères du monde. On voit ce grand lac. D'ailleurs, on le confond un petit peu avec les grands lacs africains, alors que c'est un lac en fait artificiel et non pas naturel. Voilà pour le Kariba. Et nous avons repris la route, toujours derrière, non, de temps en temps on passait devant, mais c'était très rare, toujours derrière les Moyalpagas. Les Moyalpagas, on dit qui ils sont? Alors, ils se présentent très bien eux-mêmes, ils ont aussi les malfaiteurs les ont présentés. Sylvain, le papa, Audrey, la maman, Anaïs, la grande fille, et Victor, le plus petit. Oui, mais on peut les présenter comme ça, et on pourrait les présenter un par un, parce que maintenant on commence à les connaître un petit peu en termes de personnalité, mais moi je préférerais les présenter comme un bloc. Oui, ils sont très unis. Parce qu'ils sont très unis en fait. C'est ce qui les caractérise en fait. C'est une forme d'homogénéité. Alors ils sont différents en caractère, ils ont des fonctions différentes aussi dans l'ensemble. Ils prennent leurs décisions à 4, toujours, donc ça c'est très mignon. Ils semblent à peu près tous motivés par le voyage. Et ça c'est très très important. C'est une leçon qu'on a tirée nous en observant en fait les groupes qu'on a, les groupes, souvent les groupes familiaux, parfois les amis ou les couples en voyage. C'est très important qu'il y ait une forme d'homogénéité ou de complémentarité. Et là c'est vraiment leur point fort. Hein. Si on devait citer leurs armes pour le voyage, c'est vraiment ça. Donc ce sont de très grands voyageurs. On peut dire qu'ils ont pratiquement toujours été sur les routes. Au départ, ils partaient en vacances, ils avaient 2 chevaux à laquelle ils avaient attelé une espèce de remorque avec les enfants derrière. Déjà à l'époque, tout le monde se retournait sur eux quand ils passaient. Et puis, quand nous les avons rencontrés en 2018, ils rentraient d'un road trip en Amérique du Sud, en camping-car. Donc, on vous invite à acheter leur livre, bien sûr. Moi, je l'ai lu, c'est super. Et puis ensuite, ils ont eu envie de changer de véhicule pour la suite. Et c'est là qu'ils ont acheté cette fameuse tiny house. Presque un peu par hasard, hein, d'après ce qu'on a compris, ils sont tombés sur une tiny house, ils sont tombés sous le charme immédiatement et ils ont très rapidement fait l'acquisition du véhicule. Et ensuite, évidemment, ils se la sont appropriés et puis ils l'ont un petit peu amélioré à leur sauce. Mais ce qu'on peut dire au sujet de la tiny, c'est que maintenant ils font un peu corps avec leur tiny. On a presque du mal à les imaginer autrement en fait. Mais bon, allez voir leur blog, il est super bien fait, tout est bien expliqué, il y a des jolies photos. On vous le met en lien, pas de problème. Donc on a roulé l'après-midi ensemble et on s'est arrêté pour un bivouac le soir sur une aire de repos pour les routiers. C'était pas très charmant, mais c'était très, très intéressant finalement. On a vu ces immenses poids lourds arriver, faire des demi-tours sur 200 mètres pratiquement et se mettre tous en rang. Et nous on était dans un petit coin. Et c'était très chaleureux finalement l'ambiance, on a pu manger une petite... Ouais, alors d'abord on s'était arrêté faire des courses et Sylvain et Audrey avaient acheté du scotch pour scotcher les interstices de leur lambris intérieur par où sortaient les punaises de lit dès qu'il faisait nuit. Oh, j'ai soif. J'ai mis de la bière au frais. Mais qu'est-ce que vous faites? Ils mettent pas gaz. Je crois qu'ils sont tombés sur la tête et ils sont en train de scotcher leur tiny. Scotch. Ils savent pas quoi faire. On sait pas quoi faire. Oh, voilà. Tu es en Zambie, tu t'ennuies, tu dis tiens, c'est ce que je scotchais tout. C'est juste pour la vidéo, après je descends parce que j'ai pas envie de choper leurs punaises. C'est la galère.
Mais ça va s'arranger. Faut rester positif. Ouais. Et le lendemain matin, eh ben on s'est séparés parce qu'ils sont quand même, à cause de l'école, un peu plus lents que nous. Donc nous visions les chutes Victoria. Donc ils sont à Livingstone, en Zambie. Alors les chutes Victoria se situent au centre de l'Afrique australe, d'ailleurs comme la Zambie, et donc c'est normal que les chutes soient à moitié en Zambie et au Zimbabwe. C'est deux pays qui sont enclavés, ça veut dire qu'ils n'ont pas de façade maritime. On est au milieu. D'ailleurs si vous regardez, la façade ouest océanique et est océanique est exactement à équidistance des chutes Victoria. Donc c'est des chutes qui font partie des 3 très grandes chutes d'eau du monde avec Iguaçu et les chutes du Niagara. Et à cette saison, elles sont pleines, c'est-à-dire que il ne pleut plus, mais la pluie accumulée des mois précédents en fait ruisselle par les petits ruisseaux, les fleuves, etc. et viennent alimenter le Zambèze qui se jette dans les chutes Victoria. Et donc il y avait tellement d'eau que c'était presque trop en fait pour bien voir les chutes. C'était très bien pour se faire doucher, ça il n'y a pas eu de problème. Par contre, il se trouve que la configuration des chutes Victoria, c'est que les chutes sont assez larges, elles font 1,5 km de large à peu près, et elles sont hautes d'une centaine de mètres, elles sont très abondantes, mais surtout elles se jettent dans une gorge, et cette gorge, elle n'est pas droite, elle fait des méandres extrêmement serrés. Ça veut dire qu'on n'a pas de recul en fait. On ne peut pas voir les chutes d'eau avec du recul. Contrairement à Iguaçu. Contrairement à Iguaçu, alors nous on est en mesure de comparer les deux, on a plus de variété de points de vue à Iguaçu et de possibilités de faire des photos par exemple. C'est ça qui m'a manqué un peu là. Alors que là on est pratiquement sous les jets d'eau, pour ainsi dire, projetés, et on ne peut pas faire autrement sauf à les voir du ciel. Mais ça coûte très cher. Donc nous on a fait, comme les routards de base, on a dit non, l'avion c'est trop cher, donc on va essayer de voir les chutes comme on les voit du sol. Et on les a vus par endroits, et d'ailleurs on peut aussi descendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les voit à hauteur parce qu'on est à un moment en haut de la gorge, même si on est un petit peu aspergé d'eau, et on peut descendre à un endroit qui est un peu plus protégé, où on voit plus les tourbillons du Zambèze qui vient de s'écouler par les chutes Victoria et qui reste encore un petit peu turbulent, qui forme des rapides et des tourbillons. Et pour arriver jusqu'ici, il faut traverser une végétation absolument luxuriante. Oui. C'est très joli, c'est vert. C'est un peu l'image des tropiques ou de la végétation équatoriale d'Afrique centrale en fait qu'on trouve là. Très différente de ce qu'on trouvera plus au sud avec des paysages plus désertiques. Là on est en pleine verdure. Et donc on est, après cette visite, on a cherché un bivouac et là on a eu une bonne surprise. D'abord tu voulais te rapprocher du Zambèze. Tu avais vu qu'on pouvait se rapprocher du Zambèze. Ouais, je cherchais surtout un autre point de vue sur les gorges. Voilà, et du coup, on s'est dit on va essayer de bivouaquer, faire un camping sauvage dans le coin. On a traversé des super jolis petits villages. On a suivi plus ou moins une piste et on est arrivé à un cul-de-sac. On est arrivé à une porte fermée avec un gardien. Il y a pratiquement toujours des gardiens qui gardent les portes des propriétés, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc là, donc il est sorti tout de suite. Il était seul et la porte n'est pas très majestueuse, donc on a pensé que c'était juste un petit camping, quelque chose comme ça. Et en fait, il a téléphoné, alors il y avait plusieurs talkie-walkie, il a téléphoné à celui qu'il appelait son boss, et finalement on a eu l'autorisation d'entrer juste en principe pour voir le Zambèze. Et là on est entré dans et là on a carrément eu l'impression de revivre le film The Mission avec Robert De Niro, que je vous invite à aller voir. Et Jeremy Irons. Voilà, si vous l'avez jamais vu, parce que c'est un super film. Mais c'était vraiment ça. On est arrivé dans une mission chrétienne, près des chutes. Alors dans The Mission, c'est filmé à Iguaçu. Bon, en Amérique du Sud, là, on était aux chutes Victoria, en Afrique du Sud. Mais sinon, c'était vraiment drôle. Là, c'était encore un endroit, mais improbable.
Parce qu'on ne s'était pas assez renseigné dessus, alors qu'en fait, on va le mettre en lien, vous pouvez très bien aller voir leur site web, et ils expliquent très bien, puisqu'ils ont une mission évangélique, ce sont des prosélytes, hein, et comme leur nom même l'indique, mission. Donc ils se décrivent très bien, mais nous on n'avait pas pris le soin de regarder avec suffisamment de détails, donc on a tout découvert comme ça de manière un petit peu étonnée, et c'était une surprise de taille. Alors, ils sont... Et ça s'appelle... Overland Mission. Non, le camping. Ça s'appelle Rapid 14. Rapid 14, voilà, parce qu'il se trouve au niveau du méandre 14 des chutes Victoria. Et nous, on était... Parce qu'ils ont donc un grand complexe qui est... donc, c'est des bosseurs, les gars, hein, comme, encore une fois. Ils font tout seuls. Donc ils ont vu sur le Zambèze en hauteur. Joey et Lily, sa femme et leurs enfants ont une maison qui nous a fait visiter, qu'ils ont faite et c'est super joli. Et puis ensuite, il nous a fait traverser le parc. Donc là, il y a des petits bungalows, il y a des camps de toile parce qu'ils ont des volontaires qui viennent travailler avec eux, se recueillir, enfin plusieurs semaines, plusieurs mois par an. Et nous sommes arrivés à un atelier où là, ils ont des véhicules, comme les véhicules de safari, donc qui restaurent eux-mêmes. Il y a quelqu'un qui vient une fois par an, pendant 3 mois, pour les remettre en état. Et ils se servent de ces véhicules pour aller... Pour prêcher la bonne parole, c'est-à-dire selon eux la parole de Jésus, du Christ. C'est une communauté chrétienne non affiliée à une église particulière, donc ils se définissent comme chrétiens au sens large, quoique c'est plutôt chrétien protestant, on n'a pas eu de catholique, mais disons parmi les différentes affiliations protestantes, ils n'ont pas de choix particulier. Et leur mission, la mission qui s'assigne, c'est de prêcher, de propager la parole du Christ, notamment par le chant et le gospel. Moi je suis très étranger à ça, je suis hostile en fait à la notion de prosélytisme, mais c'est ce qu'ils font et on l'a observé. On peut par contre respecter leur sens de l'accueil, leur sens du travail, et ils sont animés d'une véritable foi, enfin, par rapport à ce qu'on voit en Occident, souvent une forme de caractère désabusé de tout, cynique, etc. Eux, c'est des créateurs en fait, c'est des gens qui se projettent, qui vont de l'avant. Et ils le font d'ailleurs avec les populations locales. On a pu vérifier d'ailleurs, c'était un point important, on a demandé directement aux villageois locaux, on a pris une dame en stop s'ils étaient bien perçus. Ils sont très bien perçus parce qu'ils aident les villageois locaux. Elle a dit qu'ils les étaient vraiment, d'abord parce qu'ils font travailler énormément d'hommes du village. Ouais. On les a vus, les workers. Et elle a dit qu'ils les aidaient aussi beaucoup au niveau... Il y a beaucoup d'orphelins apparemment et qu'ils étaient pris en charge par la communauté. Oui, c'est le côté caritatif de l'église chrétienne. Et en tout cas, ils étaient très contents. Et alors, on peut dire que pour nous, c'est une synthèse de ce qu'on a vu à Twana Lodge, dans le sens overland, c'est-à-dire des gros véhicules qui emmènent des étudiants en fait pour à la fois découvrir mais aussi apprendre des populations locales en Afrique. Première référence. Deuxième référence évidente, Orania, on peut aussi mettre en lien, parce que c'est des gens qui créent, qui construisent, qui bâtissent tout ça dans une logique protestante. Et troisième référence évidente, le film Mission, on a déjà parlé. Donc si vous mélangez ces trois-là, en fait, vous avez Et non, il y en a une quatrième, bien sûr. C'est pour nous, et on remettra aussi en lien, Vervet Monkey Foundation, puisqu'il y a le côté volontaire, c'est-à-dire une des façons dont le projet se finance et comment dire se développe, c'est par la force de travail et l'argent, le fundraising qui est apporté par beaucoup les Européens ou les Américains, Joe est américain, qui participent au projet. Donc c'est une vraie synthèse d'expérience. Ah non, je crois qu'il est américain. C'est une vraie synthèse, ce qu'on a pu voir. Mais par exemple, ils ont une cuisine de collectivité parce qu'ils font à manger quand ils sont nombreux. Et ils ont eux-mêmes travaillé l'alu et l'inox qu'ils utilisent sur leur plan de travail. Parce que ça leur coûtait moins cher. Ouais, ils ont une cuisine. Ils ont importé des tôles en fait et ils ont travaillé la tôle, ils ont embouti la tôle, cintré la tôle, etc. Découpé la tôle eux-mêmes. Mais ils font aussi, c'est pareil pour le bois.
ils font venir du bois et ils le rescient, ils le recoupent. Donc avec du matériau brut pour ainsi dire, ils arrivent à tout faire eux-mêmes. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a trouvé aussi à Orania. C'est le même esprit. Avec presque rien, on va bâtir. Il y a cette notion de construction qui est absolument centrale dans leur état d'esprit. Et alors ils ont cette propriété qui fait plusieurs hectares, hein, et à 2 km du centre de leur propriété, où il y a la cuisine, les bungalows, etc., ils ont une aire de camping où on peut aller, donc il n'y a pas de prix, on fait des dons. Et on s'est trouvé, donc nous étions les 3e depuis 1 an, puisqu'à cause du Covid, là aussi, il n'y avait pas beaucoup de monde. On était tout seuls, face au méandre 12 des chutes Victoria. Du Zambèze. Du Zambèze. Et c'était super. Ouais, j'ai un peu raté mes prises de vue de drone, mais bon... non, on se rend compte quand même. Un petit peu, mais franchement, ça rend pas grâce à la réalité, parce que c'était extraordinaire. On était sur une sorte de plateforme surmontant les gorges du Zambèze. C'est une situation exceptionnelle et qu'on a trouvé un petit peu par hasard. Donc on était d'autant plus contents, parce qu'on n'avait pas d'attente particulière. Ça, c'est un point important aussi, c'est que parfois quand nos attentes sont trop élevées, on est un peu déçu, et l'inverse est vrai aussi. Le lendemain matin, nous avons repris la route, et avant, nous sommes allés les saluer discrètement, puisque c'était la messe, donc on n'a pas fait beaucoup de bruit. Nous avons repris la route en direction du Botswana, ce qui n'était pas du tout prévu à la base. Tout simplement parce que la route directe qui va de Zambie en Namibie est, et on l'a croisé de différentes sources, absolument abominable. Donc nous avons décidé de passer par le Botswana. Nous avons donc fait encore une fois nos tests Covid à Livingstone. Nous avons passé la frontière et nous avons décidé de rester quelques jours au Botswana puisque nos tests Covid étaient valables 7 jours pour rentrer en Namibie. Alors le passage de la frontière, c'est quand même un sacré bazar. Ouais. Et la Zambie, qui est un pays qui a beaucoup de qualité et a une assez bonne infrastructure routière au demeurant, se caractérise par le fait que pour rentrer comme pour sortir, c'est très difficile. Et on n'a pas pu faire autrement que de travailler avec ce qu'on appelle des fixeurs, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de fonction officielle, des sortes de rabatteurs qui sont là et qui font... Bon, c'est un peu inquiétant au départ parce qu'ils sont nombreux, ils sont un peu pressants, quoi. Et ils disent qu'ils vont nous faire passer les formalités, qu'ils connaissent tout le monde. C'est Mais pénible. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est leur façon de fonctionner. C'est pénible parce qu'on a essayé de les éviter et en fait, ce sont les gens qui ont les insignes, les officiels qui en chopent un et qui nous l'attribuent et on se voit obligé de suivre ce type. Donc là, c'est pas tellement dans la mentalité occidentale parce qu'il n'y a pas de tarif en fait. Donc ils nous accompagnent presque de force. Ils sont gentils. Hein. Si on veut y aller tout seul, de toute manière, ils nous suivent et ils nous collent au basque en nous disant non, c'est là qu'il faut aller. Et ils ont raison. Donc finalement, on se laisse faire et puis on leur donne ce qui nous reste comme argent. C'est une drôle de méthode et malgré tout, ça reste un passage de frontière un peu compliqué parce que là, il y a un bac à prendre en plus. Donc il y a une file d'attente avec les poids lourds qui ne sont pas prioritaires, donc c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Mais Oscar est monté pour la 2e fois de sa vie sur un petit ferry. Et oui. Donc je pense qu'on était un des derniers grands voyageurs à passer cette frontière puisque quelques jours mai, après était inauguré le nouveau pont qui va chambouler les habitudes des fixeurs et des formalités de douane. Puisque maintenant, alors on est là sur un fleuve qui est au confluent du Zambèze et de la Chobe River. Et c'est sur la Chobe River qu'on va continuer, c'est le long de la Chobe River qu'on va continuer notre route au Botswana parce que c'est un endroit qui est réputé pour... La semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Au revoir.